Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle notion qui est très importante, c'est la notion de thread. Donc un thread, c'est en quelque sorte un processus. C'en est pas vraiment un parce qu'un processus, c'est un programme. Voilà, donc votre programme C++, quand il tourne sur votre système d'exploitation, il est vu comme un process par votre système d'exploitation et en fait, lui-même, ce process, il peut avoir ce qu'on appelle des sous-process, qu'on appelle des threads en fait. Jusqu'à présent, on a vu dans nos programmes, on a appliqué en fait une méthode de simple thread, c'est-à-dire qu'en fait, on était dans le main et le programme était exécuté de manière séquentielle, c'est-à-dire que chaque instruction était exécutée l'une après l'autre dans notre code. Par exemple ici, si on fait int a égale 4, ensuite on pourrait faire par exemple std cout a, et ce qui se passe dans notre programme en fait ici, c'est que tout simplement on a le programme, le point d'entrée qui va se lancer au moment de l'exécution de notre programme, donc le lancement du process qui représente notre programme, et en fait voilà ce qui va se passer ici tout simplement, c'est que il va y avoir une variable de type integer qui va être créée, qui va stocker la valeur de 4 et qui va l'afficher dans une fenêtre de debug, donc qui va l'afficher à l'écran. Mais ici ce qui se passe, c'est qu'on est dans un thread, c'est-à-dire que on est dans le thread principal, le main. Le process, notre programme n'est pas subdivisé en plusieurs threads. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de subdiviser notre programme en plusieurs threads? Eh bien la réponse est très simple, c'est pour des raisons de rapidité, d'efficacité, d'optimisation, mais aussi pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire par exemple, imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes en train de jouer, et à un moment donné, vous avez besoin de faire apparaître un menu, mais le menu, une fois qu'il sera apparu, en fait, c'est pas pour autant que le jeu va se figer totalement. Vous aurez par exemple encore les animations de vos personnages dans le background que vous verrez, vous aurez encore par exemple la map qui sera rendue à l'écran, vous aurez plein de choses qui vont continuer à se passer. C'est pas parce que vous allez faire telle ou telle chose, ou par exemple lancer une cinématique, que tout le jeu, tout le reste du jeu va s'arrêter. Vous allez en voir encore plein de choses dans le background qui vont se passer. Vous allez même observer par exemple des animations qui vont continuer à être exécutées, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de multithread dans un programme, c'est pour faire en sorte de pouvoir faire plusieurs choses en parallèle. On appelle ça aussi le fait d'exécuter des instructions de manière asynchrone, c'est-à-dire de manière parallèle. On a plusieurs threads, donc ce qu'on appelle des unités d'exécution en français, si on veut vraiment être rigoureux sur l'appellation de cette notion, qui vont avoir chacune un ID et qui vont être exécutés en parallèle. Donc ici, pour l'instant, dans notre programme, on n'en a pas. Pour l'instant, en fait, on en a une, on a le thread principal, et on n'a pas d'autres threads. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour en utiliser? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que notre programme soit multithread? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est include le fichier d'entête qui s'appelle thread. Ensuite, il y a plusieurs choses à faire pour respecter la façon dont le multithreading est mis en œuvre dans un programme. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une fonction qu'on va appeler displayLoop, par exemple, ici. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher... Alors, attendez, on va passer un integer, int x par exemple, et on va afficher par exemple 10 fois int i égale 0, i inférieur, allez 100 fois plutôt, i++, et on va afficher 100 fois x plus i par exemple, comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ici on va supprimer la déclaration de la variable et son affichage, et on va déclarer un thread. Donc pour déclarer un thread, on fait std : thread. Plus loin, donc on lui donne un nom, on va l'appeler T1. Et là, en fait, comme on construirait un objet de n'importe quelle classe, dans les arguments du constructeur, on passe certaines choses. Qu'est-ce qu'on passe? Eh bien, en fait, on va passer un pointeur de fonction. Ce pointeur de fonction, il va permettre de définir ce que va faire le thread. C'est-à-dire que là, on va lui passer displayLoop. Et ce thread T1, alors attendez, displayLoop, voilà. Non, pas du tout, évidemment. displayLoop, voilà, virgule, excusez-moi. Et ici, en fait, on va passer comme deuxième argument dans les parenthèses du constructeur l'argument de la fonction elle-même. C'est-à-dire que si on avait, par exemple, ici, on a un argument, on va déclarer une variable, int a, par exemple, égale 1, et ici, on va passer a. En fait, si on avait eu plusieurs variables dans les arguments de notre fonction displayLoop, on aurait passé ces arguments dans le constructeur de notre thread T1. Tout simplement, ça veut dire que là, notre thread T1, il va exécuter cette fonction-là, et les arguments qu'on passe dans cette fonction-là, on les passe comme deuxième argument de notre thread, tout simplement. Et ici, il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier de faire, c'est T1, donc le nom de notre thread,
.join. En fait, ce que ça fait ça, je vous explique rapidement, grosso modo, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, on a beaucoup de choses à voir sur le multithreading, notamment les sémaphores, les mutex, les locks, etc. Donc je vais brièvement expliquer de quoi il s'agit. En fait, un thread, c'est un petit peu comme si on subdivisait le thread principal, donc notre programme, et donc on a quelque chose qui devient indépendant. T1 devient indépendant. Pour faire en sorte de le faire se rattacher une fois qu'il a fini à notre programme principal, à notre thread principal, il faut qu'on le join. C'est-à-dire que là, si je ne le join pas, il va dériver quelque part dans la mémoire et il ne va pas être de nouveau rattaché à notre programme, ce qui fait qu'on va avoir en quelque sorte une fuite de mémoire. On va avoir un thread qui n'est jamais rattaché à notre programme une fois qu'il a fini d'exécuter ce qu'il avait exécuté. Regardez, si je fais F5, on a une exception. Vous voyez, c'est pas une erreur de compilation. Au niveau de la compilation, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau du runtime, de l'exécution, on a un souci, et ce souci, on voit que tout de suite, en fait, il y a un avortement au niveau de l'exécution de notre programme, il s'arrête immédiatement. Donc, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est, bon là vous voyez qu'on a eu des petites choses qui sont affichées, mais c'est parce que eh bien, notre thread a fait ce qu'elle avait à faire, mais une fois qu'elle a terminé, elle n'a pas pu être attachée correctement de nouveau à notre programme, donc on a eu une exception. Donc ce qu'il faut faire, c'est t1.join. Il faut absolument que vous fassiez ça. Si vous oubliez de faire se rejoindre votre thread à votre thread principal, donc votre main, vous allez avoir des exceptions. Votre programme va crasher, il sera inutilisable. Maintenant, regardez, donc, je vais diminuer un petit peu la taille de ma caméra. Voilà, je pense que c'est mieux. On va lancer de nouveau le programme et vous allez voir que cette fois, tout se passe correctement. Et vous voyez, regardez, on a bien nos 100 itérations qui s'affichent. Donc, on a bien des valeurs de 1 à 100, je le rappelle, puisqu'on a x plus 1 et x vaut 1. Donc, ça commence à 1. Maintenant, regardez, on va prendre un autre exemple. On va rajouter un thread à notre programme et on va exhiber quelques petits problèmes justement qui vont nous amener à avoir des notions qu'on verra dans les vidéos suivantes. Imaginons ici qu'on copie ce thread là, on va l'appeler T2, on va lui faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va lui faire exécuter la fonction display loop, mais cette fois, au lieu de passer A, on va passer B. Et regardez ce qui se passe si, ici, donc là on n'oublie pas évidemment de faire T2.join, ici on va passer B et on va lancer notre programme. Et regardez les résultats qu'on va avoir. Si je reviens au début, regardez ce qu'on a. Là, on a 2 fois 2 et 1 qui s'affichent. C'est-à-dire qu'en fait, la première itération de chaque thread qui s'affiche. Mais regardez après. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 4, 8, 9, 10, 11. Et après, on a vraiment des comportements très étranges. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5. Vous voyez qu'en fait, les threads, elles sont totalement indépendantes et on n'a aucun moyen de savoir quel thread va exécuter quoi avant quel thread. C'est-à-dire que là, regardez, on a ce résultat-là. Vous notez un petit peu, regardez ce qu'on a. On a 21, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 4, 8, 9. Regardez, si je relance le programme, regardez le résultat qu'on a maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nanana. Et là, en fait, on a le début de la deuxième thread, vous voyez, qui a commencé ici. Alors que la première thread avait déjà exécuté 23 itérations. Non, je me suis trompé, c'est la deuxième thread en plus. C'est la deuxième thread qui commence ici, vous voyez. Elle commence à 2, elle s'arrête à 23, et ensuite, on a la première thread qui démarre. Et ensuite, c'est un peu le bordel. Regardez, hop, si je descends, voilà. On a celle-ci qui a repris le dessus. Et de nouveau la deuxième qui redémarre. Regardez, si je lance le programme, on va avoir encore un comportement différent. Vous voyez, regardez, hop, 21, 2, 3, 4, 5, 17, 3, 4. Vous voyez qu'en fait, on a en quelque sorte la preuve que les threads, lorsqu'ils s'exécutent, en fait, on ne peut pas savoir qui fait quoi avant qui. On a vraiment une perte de contrôle sur ce qui se passe au niveau de la synchronicité, en fait, de notre programme. Et on peut même faire quelque chose d'encore plus clair. On peut afficher par exemple l'ID de notre thread pour savoir exactement qui est en train de faire quoi. Et vous allez voir que en fait on a vraiment quelque chose de totalement désordonné. Donc std this thread, donc ça c'est faire référence à notre thread et là on fait get id, c'est une fonction. On va faire un espace, on va faire 2 points, voilà, on va faire comme ceci. Là ça va être plus clair pour nous. Si je fais F5, regardez, donc là on voit que c'est le thread 13.13.08 qui commence et là regardez, on a le thread 123.256 qui commence, qui fait quelques itérations, on revient au thread 131.308 et ainsi de suite, on continue et là on revient sur l'autre. Vous voyez que en fait c'est totalement désordonné quoi. Et vous voyez que si, regardez, je relance le programme, en fait le comportement est vraiment différent à chaque fois. Là vous voyez, donc l'ID des threads est évidemment différent, mais là on voit qu'on a 6 itérations du premier et on passe sur le deuxième, on a 3 itérations du deuxième et ensuite on revient sur le premier. Donc vous voyez que c'est
En fait, c'est totalement arbitraire, c'est totalement dépendant de l'environnement dans lequel le programme est lancé. C'est le programme qui va décider en fait de comment ça se passe au niveau du multithreading, qui fait quoi, à quel moment. Alors, bien évidemment, on peut avoir plus de contrôle sur ça en faisant en sorte, par exemple, de bloquer une ressource. Imaginons qu'on ait 2 threads qui accèdent à la même ressource. On peut faire en sorte que lorsque le premier thread est en train de manipuler la ressource, on bloque la ressource à tous les autres threads. On peut faire en sorte de mettre en place des variables conditionnelles qui vont faire en sorte qu'un thread se déclenche ou non. On peut faire en sorte qu'un thread attende qu'un autre thread ait fini pour pouvoir se lancer. Donc il y a plein de choses qu'on va voir comme ça en rapport avec le multithreading. Mais on va pas trop encombrer cette vidéo. Donc pour faire un petit résumé de ce qu'on a fait, parce que j'aime bien faire des résumés quand c'est un petit peu compliqué, donc là on effleure vraiment la surface du multithreading, on vient de commencer, mais je vais quand même faire un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc là, on déclare et on implémente une fonction qui affiche 100 fois la valeur qu'on a passée en argument plus i. Si on commence à 0, on va avoir 0 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 3, jusqu'à 99. Donc si on passe 1, on va avoir des valeurs de 1 à 100. Si on passe 2, on va avoir des valeurs de 2 à 101, etc. etc. On crée ici 2 threads, donc en fait ce sont des objets, ce sont des classes, donc là ici tout ce qu'on fait c'est de construire un objet de type thread en passant par son constructeur ici. Dans son constructeur on passe un pointeur vers la fonction displayLoop et on passe a qui équivaut à l'argument qu'on passe dans la fonction displayLoop elle-même. Donc en fait ici c'est comme si on faisait un appel de displayLoop en passant a comme argument. Ici on en déclare une deuxième de thread et ici évidemment on les join, c'est-à-dire qu'on les rattache lorsqu'ils ont fini à notre programme principal. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'exécution de ces 2 threads? Eh bien, on l'a vu, c'est totalement aléatoire pour le moment. On n'a pas encore vu comment gérer tout ça, on le verra bien évidemment, mais pour l'instant, c'était simplement une introduction au thread pour vous montrer qu'il est possible de subdiviser en fait votre programme de manière à ce qu'il exécute des tâches de manière parallèle. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.